Je suis parti pour ce petit live là, je vous avais annoncé sur la page PEL Pro que je vous avais fait un petit questionnaire. Du coup je vous avais demandé de me poser des questions, tout ce qui vous passait par la tête et auquel cas j'allais y répondre sous la forme d'une petite vidéo. Me voici. J'avais ma question de test qui a bien fonctionné, j'avais mis je voudrais savoir où est la fourchette. Du coup la fourchette, pas de souci. Du coup par rapport à un pied de cheval, la fourchette se trouve ici au centre. C'est la structure solaire, solaire, le soleil, toute la face qui est dessous. La structure solaire, la structure la plus distale, la plus distante du corps du cheval qui est dessous, de forme triangulaire et dont la principale fonction est le support et la protection de deux organes très sensibles qui sont au-dessus, qui sont l'attache du tendon fléchisseur profond et l'os naviculaire, et sur la partie la plus palmaire, le coussinet digital. Donc la fourchette, une structure de protection qui est ici. Voilà. Deuxième question. Comment reculer les points d'impact à leurs points physiologiques? Bon, c'est-à-dire comment retrouver des points d'impact anatomiques quand on a des points d'impact réels qui sont déplacés. Déjà, pour commencer, on a cette fameuse notion de la surface d'appui des talons, qui est différente des points d'impact anatomiques. Les points d'impact anatomiques qui sont ici. Les points d'impact anatomiques, c'est le point de jonction entre les tissus de la fourchette et du talon dans l'axe de la lacune collatérale. Donc c'est pas un point qui a été choisi au hasard. Structurellement, il y a beaucoup de caractéristiques sur ce point. Anatomiquement, c'est le point de jonction entre le bourrelet coronal et le coussinet digital. C'est la base des tubules qui produisent les talons, la partie la plus palmaire de la paroi externe des talons. C'est la partie la plus palmaire des talons. C'est aussi un peu le point qui va nous permettre d'avoir un bras de levier maximum par rapport à l'articulation interphalangienne distale qui se situe à peu près au milieu du pied. Et on va bien comprendre que du coup l'importance de reculer les talons, c'est quoi? C'est que si vous avez, tout le monde se rend bien compte que quand vous avez des talons qui poussent à peu près sous cet angle-là, puisque l'angle de pouce des talons est variable suivant tous les pieds, plus les talons vont pousser, plus il y aura de la croissance, plus il y aura de l'avalure au niveau des talons, plus le bras de levier va augmenter pour faire ça. Donc, amener les talons à se coucher, à fuir. Talon fuyant, talon couché, c'est la même chose. Du coup, la logique, c'est de se dire, de la même manière qu'on va faire un chanfrein sur la pince, qui va limiter le bras de levier sur l'avalure de la paroi dorsale, et limiter les évasements, les arrachements, etc. On va faire un chanfrein ici, on va faire un chanfrein là de la même manière. Deux effets, ça va replacer les efforts au niveau de la base des tubules et permettre aux contraintes mécaniques, quand le pied arrive, se pose, eh bien, il ne va pas se poser sur une pointe, mais sur une surface. Et de ce fait, on n'aura plus ce phénomène d'écrasement et de migration des talons, avec migration des talons qui entraîne du coup une descente du pâturon qui n'est pas tout à fait au moment, parce qu'il faut savoir que plus on va appuyer près des centres articulaires, moins le pâturon pourra descendre, plus on va se reculer, plus le bras de levier est important et plus l'articulation du pâturon sera fonctionnelle. Donc pour la descente du pâturon en phase de mise en charge, c'est hyper important. Pour les tubules, c'est hyper important. Pour la prise en charge des efforts sur la partie la plus large de la fourchette et le plus épais du coussinet, c'est hyper important. Pour décaler le point d'impact des processus palmaires, c'est hyper important, puisque dès que vous avez une migration des talons, ça va faire migrer dorsalement les vecteurs de force sur les processus palmaires.
qui sont la partie la plus fragile de l'os de P3, qui se situe exactement ici au niveau du soc. Donc une migration de 5 mm, de 10 mm des talons, et vous êtes sur les processus palmaires, ce qui va occasionner une modification de la perception sensorielle du cheval, qui va se mettre à poser à plat où on pince, et après c'est la catastrophe. Donc comment on fait pour les reculer? C'est tout simple, on fait un chanfrein au niveau du talon pour reculer les points d'impact réels au niveau des points d'impact anatomiques. Le point d'impact réel, c'est la partie la plus palmaire de la surface d'appui des talons, c'est-à-dire celle qui est ici, quand le cheval est debout, à l'arrêt ou en phase de mise en charge. Et là, le point d'impact, c'est le point qui va toucher le sol en premier lors de la première phase de la locomotion. Ok. Du coup, on va créer une surface entre ces deux points, ce qui va faciliter l'impact. On peut chanfreiner devant, ça facilite la bascule. On va chanfreiner derrière, ça va faciliter l'impact. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, Guillaume. Le chanfrein des talons, ou comme disent les maréchaux déférents, le rolling des talons. Deuxième question, question de Clo8812. Je n'ai pas les noms des gens, j'ai que leurs adresses mail, donc les gens se reconnaîtront. Clo8812. Donc en étant un propriétaire conscient, initié et appliqué, peut-on entretenir soi-même les pieds de son cheval si celui-ci n'a pas de problème avéré de boiterie, locomotion, etc. Donc effectivement, un propriétaire averti en vaut deux. Pour moi, le propriétaire du cheval pieds nus doit gérer les pieds de son cheval. C'est comme ça fait partie du fonctionnement du truc. De la même manière que c'est à vous de vous en occuper au quotidien, par rapport aux soins, à l'éducation, à la musculation, etc. Effectivement, on peut faire appel à des prestataires extérieurs quand ils sont quand ils sont en pension. Et on a toujours besoin de conseils, de regards extérieurs, etc. Mais s'occuper de votre cheval, c'est comme le nourrir, le chérir, s'occuper de ses compléments, de son suivi vétérinaire, etc. Sa santé, c'est à vous de vous en occuper, de vous impliquer. Les pieds faisant partie intégrante de la santé de votre cheval, étant même la base, les bases de sustentation sur lesquelles tout va s'appuyer, il est hyper important de vous former et de vous impliquer dans la gestion des pieds. Donc oui, effectivement, on peut faire appel à des regards extérieurs, des conseils, de l'aide, amateur, bénévole, professionnel, peu importe, du moment que c'est fait dans la bienveillance et que c'est pas hors de prix. Tous les conseils de toute façon sont bons à prendre. Après, il faut juste arriver à faire le tri. Moi, c'est le but de mes stages, c'est de former les gens de manière à ce qu'ils puissent faire le tri dans les conseils. Donc, la question c'est, peut-on entretenir soi-même les pieds de son cheval? Ben oui, bien sûr qu'on peut entretenir les pieds de son cheval, et c'est le but de la podologie équine. Il faut entretenir soi-même les pieds de son cheval. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. En fait, c'est ça la conclusion. C'est que après 10 ans d'activité, je me rends compte que si les gens ne s'y mettent pas, ça ne fonctionne pas. Et plus ils s'y mettent, et mieux ça fonctionne. Du moment qu'on respecte le grand principe, forme, structure, fonction. Après, tu parles des problèmes avérés, les boiteries, la. Ah oui, justement, la podologie va nous permettre de réfléchir à tout ça de manière holistique et systémique. Holistique, c'est qu'on va prendre toutes les problématiques et toutes les variables d'entrée qui vont influer sur la santé du cheval et le fonctionnement de son appareil locomoteur. Et du coup, on va pouvoir créer des liens. C'est ce qu'on appelle la systémique. Quel est le lien entre le pied et son tube digestif? Quel est le lien entre le posé talon en premier et la position du point d'impact? Quel est le lien entre l'engagement des postérieurs et le mal de bide? Quel est le lien entre le développement d'un évasement en externe
sur un antérieur, et puis ou l'écrasement du talon externe sur un postérieur. Tout ça, ça a des liens avec d'autres choses. Les compensations posturales, des problèmes digestifs, des problèmes émotionnels, des problèmes de dissymétrie musculaire, donc de travail. Et tout ça, en fait, nous, on va le voir, vous allez le voir, en tant que podologue amateur, mais podologue quand même, disons, intéressé par la gestion des pieds de votre cheval. Et on va en discuter avec les professionnels correspondants, donc vétérinaires, qui peuvent faire de l'acupuncture, qui peuvent faire de la médecine chinoise, qui peuvent faire de la phytothérapie, des praticiens shiatsu, des ostéos, le coach, le cavalier professionnel qui va vous aider à remettre la musculature de votre cheval en ordre, l'alimentation, etc. Et tout ça, c'est pas du travail de podologie. Tout ça, c'est du travail des gens qui sont autour, dont c'est la spécialité. Mais la podologie va permettre de soulever des problèmes qui pourront être résolus par d'autres personnes qui auront d'autres compétences. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas acquérir toutes les compétences. Donc c'est ça qu'on appelle la systémique. Faire le lien entre les différents moyens d'interaction. Donc on peut agir sur les boiteries et les problèmes locomoteurs par la podologie, parce que de toute façon, quel que soit l'âge du cheval, sa conformation, ses problèmes X ou Y, les besoins seront toujours les mêmes par rapport au sabot, c'est rester dans sa forme physiologique. Voilà. Chaque sabot est différent, par rapport à une anatomie qui est semblable pour tous les équidés, et le but c'est simplement refaire correspondre la boîte cornée avec le pied, donc les structures cornées avec les structures vascularisées. Ça c'est très simple, tout le monde peut le faire, que ce soit un cheval sain ou pathologique. De toute façon, nous on ne s'occupe pas des pathologies. Je vous ai expliqué avant, c'est les autres professionnels qui vont s'expliquer, c'est pas s'expliquer, mais s'occuper de résoudre ces problèmes de pathologie dont les pieds sont liés, mais ce ne seront que des conséquences. Le pied n'est qu'une conséquence, le pied n'est qu'un symptôme de pathologie ou de problèmes compensatoires, ou postural, ou tout ce qu'on veut, qui viennent d'au-dessus. Il peut y avoir des chaînes montantes, mais elles sont assez rares, la plupart du temps ce sont des chaînes descendantes. Et de toute façon, que ce soit des chaînes montantes ou descendantes, râper la corne pour la continuer à ce que sa forme corresponde au pied, c'est pas de la résolution de pathologie en fait. C'est juste le maintien de fonctions normales. Forme, structure, fonction. Voilà. La fonction locomotrice a des besoins, elle a besoin d'une forme spécifique. On doit garder le sabot dans une forme spécifique. Voilà. Et garder une forme spécifique de sabot, c'est simple. Et c'est pas du tout invasif, ni porter atteinte à l'intégrité physique du cheval, ni poser un diagnostic, ni faire de la chirurgie, ni faire de la maréchalerie. Hein. On ne broche pas, on n'agit pas sur le système locomoteur, on ne va pas mettre des prothèses, on ne va pas faire tout ça. On va juste mettre un petit coup de râpe qui correspond à un entretien d'un organe qui a besoin d'être entretenu parce qu'il est à pousse constante et que du coup, de temps en temps, il faut l'entretenir. Voilà. Parce que les contraintes environnementales de la domestication ne permettent pas d'avoir souvent un taux d'usure qui permet de réguler la pousse. Voilà. Donc en fait, même si le cheval a des problèmes, et je dirais même surtout si le cheval a des problèmes, on peut le faire soi-même en étant entouré. Voilà, il faut toujours être entouré, que ce soit de maréchaux, de vétos, de podologues, de pareurs, et surtout de tout le reste, de tous les praticiens qui pourront vous aider. Souvent d'ailleurs, les gens pensent qu'il faut appeler un vétérinaire ou un podologue, ou un maréchal, je veux dire, pour des problèmes X ou Y, alors qu'en fait, il va falloir faire appel à tout un panel de praticiens qui auront chacun leur spécialité. J'espère avoir répondu à des questions. Alors après, question de Nicolas ZD.
Nicolas ZD, qui est en Suisse a priori. Comment expliquez-vous que certains chevaux fassent des pourritures et d'autres non? Sur même sol, même alimentation, comment prévenir? Merci. On en est à combien? 15 minutes. Du coup, effectivement, il y a beaucoup de chevaux qui ont des soucis de fourchette, même sol, même alimentation. Oui, donc il y a des chevaux qui ont des problèmes et puis d'autres pas dans un même environnement. Et bien c'est tout simple, bien souvent tous ces chevaux n'ont pas le même passé. Hein. Ce sont des poulains qui ont une histoire, ce sont des chevaux qui ont une histoire émotionnelle, physiologique, donc alimentaire et comportementale, donc purement physique et purement psychologique, qui est différente. Un passé en fait. Et du coup, ce passé entraîne des conséquences. Donc au niveau de la pourriture, au niveau des pieds, ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, c'est surtout là c'est une notion assez importante, c'est qu'il faut comprendre que la pourriture de fourchette n'est bien souvent que des matériaux, des exudations qui vont donc sortir du corps du cheval. Donc le corps va se mettre à produire une corne chargée de déchets métaboliques. Et ces déchets métaboliques vont être la nourriture de bactéries nécrophiles, donc des bactéries qui nettoient l'environnement, qui mangent les matières organiques qui sont dans l'environnement, hein, comme dans les fosses septiques et compagnie. Les cadavres, ils sont détruits par souvent des bactéries qui mangent les matières organiques, et ces bactéries vont manger les fourchettes qui seront pleines de déchets métaboliques. Voilà d'où vient la pourriture dans 98% des cas. Donc, pour un même environnement, deux chevaux nourris pareils qui vivent au même endroit, un fera des pourritures et l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sera plein de déchets métaboliques dans son organisme, il va exuder par les pieds, et la corne sera chargée de caca, et ces petites bactéries vont venir manger le caca. Elles vont venir nettoyer, c'est leur boulot. Elles vont nettoyer les fourchettes pourries. Voilà. Donc on pourra nous mettre des produits, poutres de perlimpinpin et compagnie. Ça ne servira strictement à rien tant que l'organisme n'arrivera pas à éliminer ces déchets par la voie normale. C'est-à-dire les reins par l'urine et par les intestins, le caca. Voilà. Ça c'est les deux voies normales d'élimination des déchets. Il y a une troisième voie, mais on n'y pense pas, c'est les déchets gazeux, hein, par le gaz carbonique. On évacue du gaz carbonique par les poumons, c'est un déchet, hein, c'est un déchet métabolique aussi. Et après, il y a ce qu'on appelle les émonctoires secondaires, donc la peau. Les poumons sont de la peau, et la peau est une interface d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Les fourchettes, les sabots sont des structures cornées qui s'apparentent à une espèce de peau, donc c'est-à-dire en fait des cellules qui vont pouvoir être exfoliées et donc éliminer des déchets par élimination et remplacement. C'est ce qu'on appelle la desquamation ou l'exfoliation. Quand vous avez du soleil, vous faites brûler la peau par le soleil, la peau meurt et elle part en gros morceaux, elle est évacuée, exfoliée. Pareil pour les pellicules, les dermites et compagnie, c'est le même processus d'évacuation des déchets, de l'acidité corporelle qui doit sortir pour garder des valeurs physiologiques à l'intérieur de votre corps stables. Voilà. C'est ça l'homéostasie aussi, c'est garder des valeurs intérieures stables. Et pour ce faire, le corps doit se débrouiller pour évacuer ces déchets de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc deux chevaux dans un environnement identique peuvent avoir un passé différent qui va les rendre plus ou moins encrassés, et du coup ils auront plus ou moins de facilité à évacuer leurs déchets, hein, par aussi des fonctions organiques déficientes, le rein, les intestins. Si le cheval, le X ou Y, il a des problèmes de rein, il n'évacuera pas ses acides et du coup ça va sortir par ailleurs. Voilà. Ok? Donc travailler sur les reins, les intestins. Bon, après ça oblige quand même à avoir un sol assez propre, mais je pense que si les autres chevaux ne sont pas atteints, c'est que les conditions vont à peu près. Question d'après. Evelyne Murambeld.
Doit-on tout de même tailler la fourchette quand elle dépasse la hauteur de la sole, et si oui, comment? Doit-on couper les bouts qui partent pour éviter qu'il n'y ait pas de saleté qui s'en va? Donc, tailler la fourchette. Fourchette, pensez bien, forme, structure, fonction. À quoi sert la fourchette? Je l'ai dit en début de vidéo. Protéger le tendon fléchisseur profond et le naviculaire et le coussinet digital. Protéger, hein, c'est pas, on ne sait pas trop. Donc, quand vous commencez à taillader la structure dont le rôle est le support et la protection, vous enlevez du support et de la protection. Donc après, pourquoi s'étonner de se dire « oui, mais mon cheval, il est sensible, il est ceci, il est cela, il marche en pince, il marche à plat, etc. etc. » Ben oui, forcément, la principale structure de support et de protection et de stimulation qui va permettre d'avoir un coussinet digital en pleine forme, et donc des talons pas serrés, rikiki, encastelés. Si vous commencez à abîmer, à mutiler, j'emploie bien le mot en toute conscience, mutiler cet organe, il ne faut pas s'étonner après d'avoir des soucis. Ok? Donc, si votre fourchette dépasse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une super belle fourchette. Une fourchette qui, à mon avis, n'a pas été assez compactée. Forme, structure, fonction. Sa fonction, c'est d'être sous le pied, donc d'être compactée. Si la fourchette dépasse, c'est quoi? C'est que ça n'a pas été assez compacté ou que vous avez retiré trop de matière en périphérie. Il y a un moment donné, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça veut dire que vous avez souvent laissé trop pousser la paroi, donc ça a allégé les contraintes sur la fourchette, donc la fourchette s'est mise à repousser. Puis le jour où vous dites « ah tiens, il faudrait que je pare mon cheval », je descends ma paroi, et là ma fourchette dépasse. Que faire? Eh bien rien. La fourchette va se recompacter. Voilà. Après, si vous avez un mammouth de 1 tonne 2 et que, effectivement, machin bidule, vous vous retrouvez avec ça de fourchette qui dépasse, bon, effectivement, ça peut le gêner. Pourquoi? Parce que, effectivement, en plein milieu de la fourchette, vous avez le naviculaire et sur toute sa partie dorsale, vous avez l'attache du tendon fléchisseur profond et ça peut venir compacter, comprimer l'attache du tendon fléchisseur profond. Puisque forcément, dans cette zone-là, c'est la zone de débattement maximal de l'arche interne, de la voûte plantaire. Donc quand le pied est en mise en charge, c'est ici que ça vient appuyer le plus. Donc éventuellement, ça peut effectivement gêner un petit peu. Dans des circonstances très particulières, il est permis, une fois, juste une fois, à partir de la moitié de la fourchette, et sur toute la moitié dorsale de la fourchette, de en enlever dans l'épaisseur. Donc on part de l'apex réel, le point de jonction entre les tissus de la fourchette et du talon, et on en enlève dans l'épaisseur en remontant jusqu'au niveau de la fourchette qui est là. Donc on va enlever que sur la moitié dorsale de la fourchette, parce que c'est le centre de l'arche interne. Ça c'est permis, une fois. Mais c'est très rare, et c'est vraiment pas une règle, d'accord? Sinon, il n'y a absolument aucune justification de tailler la fourchette. Et tu dis les morceaux là qui emprisonnent de la saleté, là, ça c'est des conneries, d'accord? Donc même un morceau de fourchette décollé, c'est quand même de la protection. La fonction de la fourchette, c'est la protection. Donc un morceau de fourchette décollé, c'est de la protection aussi. Et c'est aussi de la stimulation, puisque les tissus qui sont sous le pied ayant pour fonction la compression, s'ils n'ont pas la compression, ils ne sont pas dans leur fonction, donc ils ne seront pas dans leur fonctionnement physiologique, donc ils se développeront mal. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez une fourchette qui s'est fait décoller, qui a pourri par un environnement pourri, etc., et qu'elle est plus stimulée, elle va se rabougrir et elle va quasiment disparaître. Parce que ce sera surtout la sole périphérique et les talons qui vont supporter les contraintes, donc être stimulés, et la fourchette ne le sera pas assez. Et en n'étant pas stimulée, elle ne sera plus dans sa fonction, et donc elle ne sera plus en croissance. Pourquoi les chevaux ont des énormes fourchettes? Parce que justement, elles sont en croissance, elles sont stimulées, donc elles sont dans leur fonction, donc elles sont grosses.
c'est le cercle vertueux, alors qu'à l'inverse, une toute petite fourchette rabougrie, elle est plus dans sa fonction, donc elle est plus en croissance, donc elle est plus stimulée, et c'est un cercle vicieux. C'est là après où il va falloir partir sur des systèmes avec des mousses, où on va faire des prothèses de fourchette pour venir réappuyer dessus, pour relancer le cercle vertueux. Donc ça fonctionne bien. Donc ça prouve bien qu'il faut que la fourchette soit en appui parce que c'est sa fonction. Donc non, on ne taille pas la fourchette parce que ça n'a aucune justification. Voilà. Moi, j'ai pas encore eu de raison valable de tailler les fourchettes. Voilà. Donc j'attends. Si vous avez des raisons valables de tailler des fourchettes, vous pouvez me contacter. Voilà. Nanana, doit-on couper les bouts? Bah non. Après, Agathe Broutin. La méthode PEL peut-elle permettre de corriger des aplomb défectueux, y compris sur un cheval ayant achevé ses croissances? La méthode PEL peut-elle permettre de corriger des aplombs défectueux, y compris sur un cheval? Ah oui, les aplombs. Putain, c'est le grand chelem là, la fourchette, les aplombs. Bon, remarquez, c'est les questions que la plupart des gens se posent tout le temps. Donc c'est logique. Les aplombs, il n'y a pas d'aplomb. Je sais que je vais me faire des copains à chaque fois que je dis ça, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'aplomb, il n'y a que des postures compensatoires. Donc, bien penser à la phrase « les chevaux ne sont pas des tables ». Regardez une table, voilà, les pieds, voilà. Et après vous vous dites « les chevaux ne sont pas des tables ». Voilà. Donc, les aplombs figés, comme on apprend dans les livres de galop, etc., panard, cagneux, serré des jarrets, ouvert, fermé, valgus, varus, machin, bidule, truc-muche, voilà, j'en passe à des meilleurs. Tout ça, c'est pas inéluctable. Tout ça, ça a des conséquences. Les poulains, souvent, ne naissent pas comme ça, contrairement à ce que pensent les gens. Et surtout, si les gens arrêtaient de ne pas vouloir faire de podologie équine sur les poulains, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes d'aplomb, donc de compensation posturale ou de posture compensatoire banalisé, généralisé. Voilà. Il faut bien se dire que la plupart des chevaux sont en fait dans des postures compensatoires qui durent depuis longtemps, depuis trop longtemps, et que du coup on pense inéluctables et on pense qu'ils sont nés comme ça. Donc il suffit d'aller voir les poulains dans les élevages et on remarque que eux, à de rares exceptions, n'ont pas de problème. Et s'ils en ont, eh ben c'est très facilement corrigeable. Alors après, quand le cheval est âgé, on dit « Ah, c'est foutu ». Voilà. Ben non, c'est pas foutu, puisque dans la vie, il y a un mécanisme super intéressant qui s'appelle le renouvellement cellulaire. Et le renouvellement cellulaire fait que tous vos tissus, tous les tissus du cheval, se renouvellent en permanence. Donc la peau se renouvelle en permanence, les poumons se renouvellent en permanence, tous les organes se renouvellent en permanence et les os se renouvellent en permanence. Ce qui permet par exemple de faire de l'orthodontie. L'orthodontie c'est quoi? C'est appliquer des contraintes mécaniques sur des dents, leur tirer dessus, appliquer une contrainte et l'os, pour soulager la contrainte, l'os du maxillaire ou de la mandibule va se renouveler de façon différente pour se soustraire à la contrainte. Donc il va faire plus d'os d'un côté, moins de l'autre, et ça va dans le sens de la contrainte, et ça va permettre aux dents de bouger et de se réaligner si on tire dessus comme il faut. Si on tire dessus, à l'inverse, pas comme il faut, le pouce, les déformations structurelles qui viennent d'ailleurs, ça va déformer, les dents vont partir dans tous les sens. Mais on peut aller aussi dans l'autre sens. Et avant, on faisait des traitements orthodontiques que sur les ados. C'était même remboursé par la Sécu que jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et puis maintenant, il y a plein d'adultes qui font eux aussi des traitements orthodontiques. Ça veut bien dire qu'on peut modifier des structures osseuses même chez l'adulte.
Et il y a même des nanas hôtesses de l'air qui se font agrandir les tibias péronais, par contrainte mécanique. Elles s'allongent les jambes pour gagner quelques centimètres pour pouvoir être hôtesse de l'air. Donc cette histoire de adulte, on peut rien faire, c'est complètement faux. C'est des croyances comme d'habitude. Hein. Le monde du cheval est pétri de croyances basées sur les traditions. Donc les traditions, des fois c'est super, mais des fois c'est nul à chier. Donc, excusez mon langage, mais la science fait évoluer les choses, et donc un cheval qui est dans une posture compensatoire, on peut lever ses compensations par un travail ostéopathique, de shiatsu, d'énergétique, de podologie, de travail musculaire, etc. Donc oui, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, puisque la modification des structures osseuses va prendre du temps, mais elle se fera. Elle se fera. Et c'est prouvé. C'est prouvé chez les grands sportifs. Les structures osseuses changent, s'adaptent. Donc si on change les conditions d'application des efforts sur les structures osseuses, elles s'adaptent. Donc vous pouvez faire évoluer les aplombs d'un cheval, même quand il est adulte. Effectivement, ça ne se fera pas en une semaine, ça se fera sur plusieurs années, on est d'accord, mais ça se fera quand même. Et tous les petits changements qui vont se faire au fur et à mesure vont améliorer la fonction. Et en améliorant la fonction, on améliorera la posture, et en améliorant la posture, on améliorera la fonction. Donc, voilà. Il faut bien comprendre, tout le temps, c'est tout le temps pareil. On a un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Soit on a une dégénérescence, soit on a une régénérescence. La podologie, c'est amener l'organisme et les pieds vers la régénérescence. Ok. Donc oui, on peut corriger les aplombs qui n'existent pas chez tous les chevaux. Et de toute façon, après, il faut bien comprendre qu'un cheval qui est panard, un cheval qui est cagneux, voilà, il ne l'est pas non plus de façon exceptionnelle, et que souvent c'est juste aussi sa conformation, comme on dit, et qu'à partir du moment où ses sabots sont en équilibre avec ses pieds, lui, il pourra courir, il pourra sauter. Il va s'y faire, il est né, j'allais dire, il est né comme ça. Non, il s'est habitué dans son schéma corporel à être comme ça. Et de façon tout à fait douce, on peut l'amener à progresser et à fonctionner différemment. Mais vouloir par exemple faire de l'orthopédie et redresser du jour au lendemain, ça c'est la catastrophe. Voilà, donc on peut faire de la rééducation fonctionnelle, on peut faire de la podologie, on peut faire plein de choses de façon longue, puisque la modification des os prend du temps, puisque c'est un tissu qui ne se renouvelle pas rapidement. Mais c'est possible. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est possible. Même quand il a fini sa croissance, et effectivement, c'est beaucoup plus rapide et facile avant. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer les parages dès 3 mois, de façon à pouvoir prendre tout à la base et construire quelque chose de stable et de droit, et pas attendre 1 ou 2 ans ou 3 ans pour commencer à se pencher sur les pieds d'un cheval. Après, question de Anna Stéphania. Anna Stéphania. Vivant au pré, les pieds dans la boue l'hiver, ma jument a fait une pourriture qui monte jusqu'au globe, comme l'impression d'un index entre les deux. Ouais, ça s'appelle une pourriture profonde de fourchette. Je pense que c'est parce qu'elle est un appui sur ceci. Voilà, ça a mal imprimé, donc je ne sais pas trop quoi. Un appui sur ci. À des talons que je dirais fuyants. Soc à hauteur de la moitié de la fourchette. Oui, il y a un gros problème. Quelle action privilégiée lors du parage? Elle n'aime pas que je manipule ses membres comme si mes mains lui brûlaient, pas de gars, et refuse de marcher sur sol dur. Je ne suis pas sûr que ça soit bon de la faire trotter même sur du sable, car cela pourrait irriter davantage ses pieds quand même. Ouais, donc il y a plein de questions, mais en fait tout est lié. Donc pourriture profonde de fourchette. A priori, elle dit, elle m'a fait une pourriture qui monte jusqu'au globe, donc c'est atteinte que sur un pied. Donc ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un cheval high-low, donc c'est-à-dire un cheval qui a les talons bas sur un antérieur porté en avant et les talons hauts sur un antérieur porté en arrière. Il va brouter en ciseaux, caractéristiquement.
hein, il va de la nage à l'indienne, comme ça, là. Alors qu'un cheval qui broute, normalement, il avance successivement les deux pieds. 14 minutes. Et du coup, sur le pied arrière, manque de stimulation des structures palmaires et talon qui migre, elle le dit elle-même, le soc est à la moitié de la fourchette. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, le soc c'est là, et donc c'est sur en gros le premier tiers de la fourchette. Si les socs, donc là, le cul-de-sac du talon est à la moitié de la fourchette, il y a comme un problème. Donc ça c'est typique des talons migrés du pied aille, avec une boîte cornée qui va se verticaliser. Du coup la fourchette n'est plus du tout en fonction. Du coup les petites bactéries remontent, les talons se resserrent, l'épine de la fourchette qu'on voit en coupe, sur les coupes, hein, qui est cette partie-là, qui est donc de la fourchette qui remonte à l'intérieur du pied, bah, se fait grignoter, comme la fourchette. Hein, les petites bactéries peuvent manger la fourchette extérieure, mais elles peuvent aussi manger la petite fourchette intérieure. Donc c'est ça la pourriture profonde de fourchette. Donc voilà, donc c'est ça, donc c'est très certainement un hilo. Quelle action privilégiée lors du parage? Je t'inviterai à lire mon article sur le hilo sur mon blog podologieechimie.net. J'ai écrit un grand article sur le hilo puisqu'il y a énormément de choses à dire sur ce problème. Elle n'aime pas que je manipule les jambes. Bah oui, souvent le pied aille est tourné vers l'intérieur. Et du coup, quand on le prend, souvent les chevaux n'aiment pas trop parce que du coup, ça leur fait très mal à l'épaule. L'épaule qui est complètement figée, qui n'a plus de mobilité. Du coup, quand tu prends le pied, souvent les chevaux ils n'aiment pas du tout parce qu'en plus les gens tirent sur le pied. Et là, après, c'est la bagarre, etc. Après, là, une grosse pourriture profonde de fourchette qui remonte très haut peut. En gros, les bactéries elles vont commencer à migrer de la fourchette au tissu de la peau par un mécanisme de stase veineuse, donc une accumulation de déchets acides dans le pied. Et au final, il y aura tellement. On en revient à la première question. Les pourritures profondes, c'est les évacuations des déchets. Si ça se fait mal parce que le pied n'est plus du tout dans sa fonction, notamment sur tous les plexus sanguins de l'arrière du pied, du coup, c'est finalement toute la zone du pied, même des glaumes et après du pâturon, qui sera chargée de déchets. Et les petites bactéries qui étaient là dans la lacune centrale, elles vont commencer petit à petit à aller grignoter un peu tout ce qui dépasse, puisque tous les tissus aux alentours seront eux-mêmes chargés d'acidité, de déchets, et ils peuvent sauter de la fourchette au glaume, au périople, faire une infection du périople, et après remonter sur la peau et commencer à grignoter la peau, ce qui provoque de grosses inflammations, des exsudations, enfin bref, c'est un peu la cata à ce niveau-là. Donc, qui dit inflammation dit sensibilité, et effectivement, le cheval vient rajouter une couche, il n'aime pas non plus qu'on y touche, puisque c'est très sensible et très inflammatoire. À ce niveau-là, que faire? Consulter son vétérinaire, bien entendu. Et moi, ce que je fais sur mon cheval, c'est que je lui fais des bains de bicarbonate. Voilà, parce que le bicarbonate, c'est basique, et que ça va permettre par osmose de tirer les acides de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça déjà, ça va permettre de faire beaucoup de bien localement et faire en sorte que le cheval se fasse manipuler de manière plus facile. Après au niveau du parage, c'est commencer à le reparer correctement, je vais le dire, parce que normalement, s'il en est là, c'est qu'il n'est pas du tout paré correctement. Donc il y a des gros problèmes de parage, de placement de c'est toujours pareil, putain de point d'impact. Hein, voilà, les replacer, essayer de voir la hauteur des talons. On peut aller directement au niveau du soc pour une fois. Je dis bien pour une fois, puisque la règle n'est pas de baisser les talons au soc, comme certains s'amusent à le propager. Voilà, la hauteur. Pour le pied, l'eau, c'est le point de bascule qu'il va falloir corriger. Mais là, je pense que ça dépasse un petit peu tes compétences et que tu devrais te rapprocher d'un professionnel compétent ou de faire une formation.
Puisque effectivement c'est un problème global qu'il va falloir prendre de façon globale. C'est pas juste une petite infection de fourchette, c'est un truc qui est global. Il y a la posture, il y a les compensations de l'épaule qui amènent une posture compensatoire, qui amène un pied dysfonctionnel, qui amène une fourchette dysfonctionnelle, qui amène des problèmes circulatoires, qui amène... Voilà. Donc c'est pas simple. Ok. Tatati, tatata. Comment les stimuler en attendant les beaux jours? Après, c'est pas la boue le problème, c'est le high-low. Donc il n'y a pas à attendre les beaux jours. Effectivement, quand c'est les beaux jours, il y a moins d'humidité, donc il y a un peu moins de bactéries, donc il y a un peu moins de problèmes. Mais au final, la posture compensatoire, elle est là, la pourriture profonde de fourchette, elle est là, et les problèmes, en fait, ils sont là, sauf qu'on les voit moins. Quand on ne connaît pas. Mais là, donc si tu es en Suisse, moi je te conseille de prendre contact avec Joëlle Neury et elle pourra te donner plein de conseils en direct. Ségolène Berthaud. Ségolène Berthaud, excusez-moi, parce qu'en fait j'ai une caméra là, une caméra là. Que faire pour un cheval qui fait très souvent des fourmilières? Entre parenthèses, il ne mange pas de céréales. Oui, c'est bien, tu as compris que la fourmilière était reliée à l'alimentation. Et oui, la fourmilière est une fourbure. C'est peut-être un scoop pour beaucoup de gens, mais la fourmilière est effectivement le même mécanisme physiologique que la fourbure, au final, qui est une détoxination des pieds. Donc, de quelle structure particulièrement? Des lamelles. Les lamelles produisant la paroi interne, la paroi interne étant chargée de déchets métaboliques, comme d'habitude. À chaque fois, quand je fais ça, je regarde le petit compteur. Les déchets métaboliques venant se mélanger à la corne, là, pour le coup, c'est la paroi interne. Qu'est-ce que la fourmilière, si ce n'est que des microbes anaérobies qui viennent grignoter la paroi interne? Beaucoup de gens pensent que c'est des infections qui viendraient de l'environnement et que c'est contagieux, qu'il faut désinfecter ses outils et patati et patata. Tout ça, c'est encore une fois des croyances que j'ai pu avoir moi aussi il y a 10 ans, parce que quand on ne sait pas, de toute façon, on ne sait pas. Maintenant, j'ai compris les mécanismes. Donc, détox par les lamelles, ça touche le tissu spécifique par lequel les déchets sont sortis. Ça peut être la ligne blanche, ça peut être la sole, ça peut être la fourchette et ça peut être la paroi interne. Donc, que faire? Le cheval ne mange pas de céréales. En fait, oui, les céréales sont toxiques pour le cheval, vont provoquer des acidoses et des dysbioses, mais pas que. Enfin, il n'y a pas que les céréales qui vont provoquer ça. Le cheval peut faire une fourbure sans manger de céréales. Le cheval peut faire une fourbure d'herbe au printemps. Et il n'a pas mangé de céréales. L'herbe peut être toxique. Si vous avez des pâtures modernes, azotées, hyper riches, qui sont faites pour faire de la production de lait, de viande ou de foin, l'herbe aura des caractéristiques qui ne seront pas adaptées au tube digestif du cheval. Donc ça pourra lui occasionner des problèmes, surtout à certaines périodes de l'année. Et surtout après les alternances de pluie et de soleil là, qui ont été un petit peu décrites par les gens en Angleterre qui s'intéressent au problème. Donc que faire pour la fourmilière? Souvent c'est des chevaux qui sont quand même en embonpoint, en manque d'activité et en suralimentation. C'est un peu ça la fourbure, généralement. Les chevaux de sport qui bossent tous les jours, ils font pas de fourbure, ils font pas de fourmilière. Mis à part une contamination chimique externe, qui peut arriver, mais bon, c'est assez rare. Puis de toute façon, si ton cheval avait mangé du Roundup, il n'aurait pas fait qu'une fourmilière. Que faire? Le parer plus, puisque un mauvais parage, un mauvais équilibrage, un mauvais fonctionnement des pieds ne favorise pas une bonne circulation, donc une mauvaise évacuation des déchets par le retour veineux. Manque de mouvement, manque d'activité, c'est pareil, retour veineux, évacuation des déchets. Donc plus de parage, plus d'activité,
S'il n'est pas nourri, ça veut dire qu'il est au pré. Donc, après, c'est quoi? C'est le panier, c'est le filet à foin. Donc, quand je dis panier, c'est le grazing muzzle. Hein, c'est pas un panier occultant comme on met après les chirurgies ou les anesthésies. C'est quelque chose qui va permettre quand même au cheval de grignoter, mais de fortement limiter les apports. Donc ça peut... certains disent oui c'est très cruel, lalali, lalala. Oui c'est cruel, mais laisser crever son cheval de fourrure c'est sympa? Non. La fourrure c'est la deuxième cause de mortalité du cheval domestique dans le monde, alors que le panier non. Donc il y a un moment donné, la domestication pose des problèmes, qu'on le veuille ou non, il faut trouver des solutions. Hein. Panier, filet... circuit anti-fourbure, paddock paradise, etc. Alors surtout pas tomber dans la situation du mini paddock en terre. Hein, il n'y a rien de pire en fait. Il vaut mieux avoir un panier et laisser le cheval avec ses copains dans l'herbe que de le foutre seul dans un carré où il n'y a rien à bouffer. Déjà parce que l'isolement est un problème beaucoup plus important pour le cheval qu'avoir un panier, puisque c'est un animal grégaire. Donc la séparation de ses congénères occasionnera un stress beaucoup plus important que d'avoir un truc sur la gueule. Et deuxièmement, les petites herbes qui poussent, quand on dit ouais, il n'y a rien à manger, en fait c'est pire. C'est pire puisque l'herbe stressée par un manque de feuilles va développer des fonctionnements physiologiques végétaux qui vont la rendre plus toxique que si elle était très haute, en fin de croissance, machin, bidule. Donc tout ça, il faut faire un stage avec un mec qui s'appelle Jérémy Hansley, qui fait des stages de compréhension du monde végétal lié aux chevaux. Donc c'est très intéressant. Et vous comprendrez les rythmes des végétaux que mangent les chevaux. Et ça commence à permettre de faire des progrès. Donc une fois qu'on a mieux compris les rythmes des végétaux, ça permet aussi de enlever les croyances et peut-être de régler les problèmes de fourmilière. Donc plus de parage, plus d'activité, aménagement de l'environnement, filet à foin, panier. Après on peut agir en shiatsu, en médecine chinoise, sur les émonctoires, les reins principalement. Après, bon, ils trouveront d'autres trucs. Hein. Après, ils parlent toujours de la rate, du pancréas, etc. Moi, j'y connais rien, donc vous verrez avec eux. Ça peut être un bon truc. Et puis sinon, les drainages, mais à prendre avec des pincettes. Parce qu'effectivement, les drainages, mais si les organes sont déjà fatigués, ça ne sert à rien de leur mettre des coups de fouet pour qu'ils fonctionnent plus. Quoi. Ok, voilà. Et au point de vue des traitements locaux, ben, c'est gratter la petite poudre, nettoyer, on peut mettre de l'eau oxygénée, mais sachant que c'est un problème interne, traiter en externe n'a pas grand sens. Couper la paroi de façon à ce qu'elle ne s'arrache pas, donc faire une suppression d'appui au niveau de la paroi, ça peut être pas mal. Ça sert à rien de défoncer la boîte cornée pour tout mettre à l'air et compagnie. Ça, c'est souvent beaucoup plus problématique que ça ne résout le problème. Et tu dis, il fait très souvent des fourmilières. Oui, donc il y a quand même quelque chose à voir dans l'environnement de vie. De base. Donc parage, activité. Question de Homo-Roi. Comment corriger avec un parage PEL un pied qui a migré? Ah bah là, c'est hyper long à expliquer. Il faudrait mieux lire mon blog et faire un stage. En gros, la PEL, c'est la prise en compte de l'environnement du cheval et de tout ce que tu fais avec, et d'essayer de corriger tout ce qui ne va pas lui correspondre, et surtout correspondre aux structures et aux fonctions du pied et du cheval. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut revoir s'il y a des soucis. Et comment corriger un pied qui a migré? C'est tout simple.
c'est que souvent la boîte cornée, la boîte cornée va se déplacer en avant. Voilà. Et du coup, le but, ce sera de reculer tous les points. Voilà. Reculer le point de bascule à son point physiologique, reculer les points d'impact à leur point d'impact anatomique, reculer les points d'impact réels au niveau des points d'impact anatomiques en chanfreinant les talons et en créant une surface qui va faciliter l'impact et la mise en charge, et surtout recentrer la boîte cornée avec le pied. Voilà comment on corrige un pied qui a migré. Donc en étudiant l'anatomie, la cartographie des structures internes, en connaissant l'anatomie des structures internes, on va pouvoir replacer la boîte cornée de manière adaptée par rapport au pied. Voilà, c'est ça la PEL. C'est uniquement ça, c'est faire correspondre la boîte cornée avec le pied. Et donc les cours sont là pour te faire comprendre l'anatomie et le fonctionnement de cette anatomie. Reculer le point de bascule, reculer les points d'impact. Voilà. Question de Syrah, Suisse a priori. Bonjour, quels sont les points à contrôler pour avoir une belle fourchette bien large? Les points à contrôler. Les points à contrôler, c'est avant tout la position des points d'impact. Bon, alors je sais, je vais dire point d'impact à toutes les questions quasiment, mais c'est un fait, c'est que quasiment beaucoup de problèmes arrivent à cause d'une mauvaise gestion des points d'impact. Donc il y a les points d'impact anatomiques, il y a les points d'impact réels, et du coup, si vous n'avez pas une belle fourchette bien large, c'est-à-dire avec un coussinet digital qui est correctement développé, les talons seront serrés, normal, puisque le volume du coussinet digital sera moins important, donc le sabot autour sera plus resserré. Le sabot étant qu'un espèce d'ongle qui a des retours au niveau des barres, pour mettre un petit peu d'ongle à l'intérieur du pied. Ça s'appelle les barres. Donc si les talons sont serrés, c'est que le coussinet digital est rabougri et pas développé correctement, et le but c'est de le redévelopper correctement. Donc quels sont les points à contrôler? C'est les points d'impact qui doivent être placés correctement. Chanfreiner les talons de façon à faciliter l'impact, favoriser la fonction des structures de l'arrière du pied, et de cette manière, la fourchette et le coussinet vont refonctionner et se redévelopper. Si vos points d'impact sont mal placés, l'arrière du pied sera dysfonctionnel et vous aurez des problèmes de fourchette, de coussinet, de cartilage, de pourriture profonde de fourchette, de locomotion, de naviculaire, de boiterie, d'irrégularité, etc., etc., etc. Après, railler. Salut Christophe. Est-ce possible d'améliorer le matrissage de la paroi interne et de la paroi externe, et comment? Qu'est-ce que le matrissage? Le matrissage, ce sera le mélange entre la paroi externe qui est produite par le bourrelet coronal et la paroi interne qui est produite par les papilles, les lamelles les lamelles dermales. J'allais dire les lamelles de la lamina, mais la lamina ça veut dire lamelle. Donc en fait, c'est des mots différents pour dire la même chose. Donc on va dire les lamelles de la paroi dorsale de P3. De la surface dorsale de P3. Je vais y arriver. Donc le matrissage ne peut se faire qu'à un endroit, c'est ici, sous les 2 premiers centimètres de pouce du sabot, puisque c'est à l'endroit où la paroi externe est fraîchement produite. Et c'est le seul endroit où elle va rencontrer de la paroi interne fraîchement produite. Donc c'est le seul endroit où les 2 matériaux vont pouvoir non pas glisser l'un sur l'autre, mais se mélanger. Donc se matrisser. Matrisser, c'est un terme de forge, de ferronnerie. On dit on va matrisser 2 métaux pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques. Là c'est la même chose, on va matrisser, on va mélanger 2 matériaux de caractéristiques biomécaniques, mécaniques différentes
Comment? Par la distorsion. Donc le déplacement indépendant des deux talons, hein, un talon qui monte, un talon qui descend. Voilà, ça c'est la distorsion. Les talons qui s'ouvrent et qui se referment, c'est l'expansion-contraction. Le fait que les deux talons bougent indépendamment, ça va appliquer des couples de force et de déformation, un peu comme ça, si vous voyez mes mains. Voilà. Et ça va faire bouger la paroi externe et la paroi interne entre elles. Et au niveau du bourrelet coronal, ça va permettre aux tissus de se mélanger. Voilà. Et en faisant ça, les tissus se mélangent, s'imbriquent l'un dans l'autre et ne sont plus à glisser l'un sur l'autre. Quand est-ce qu'il n'y a pas de matrissage? C'est quand il y a un fer dessous là. On va poser un fer métallique qui va empêcher ce phénomène de distorsion et donc le matrissage et donc le mélange des deux matériaux. Et c'est pour ça qu'après la corne va souvent, la paroi externe va souvent casser en éclats assez importants en bas quand elle sera soumise à des contraintes mécaniques. Donc est-ce possible d'améliorer le matrissage? Oui. Et comment on fait? Par une distorsion. Après, comment on applique de la distorsion? Pas de fer. Et surtout, on favorise la distorsion du pied, c'est-à-dire il faut que le cheval applique des contraintes sur un peu toute sa surface, donc notamment quartier interne, quartier externe, talon interne, talon externe. Et ça, c'est que quand il va faire des zigzags, des volts, des 8 de chiffres, des serpentines, ou slalomer entre les arbres et les buissons dans la forêt. Voilà, ça va favoriser le matrissage. Ok? Donc c'est une stimulation adaptée au matrissage. Sème montante en pince. Alors question de Corneille. Sème montante en pince qui ne guérit pas. Oui. Ça c'est très simple. C'est le problème le plus simple qui puisse exister en podologie équine. La sème, c'est une contrainte mécanique qui va s'exercer sur la paroi et pas sur la somme. Donc quand la paroi elle est trop sollicitée, vu qu'elle n'est pas faite pour ça, elle va se fendre, comme un bout de bois. Un bout de bois sur lequel on applique une contrainte trop importante, il se fend dans le sens des fibres. La sème montante, elle remonte le long des fibres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de contraintes sur la paroi et pas assez sur la sole périphérique. Comment on fait? C'est tout simple, on chanfreine. On chanfreine et on vient biseauter, on vient raccourcir la paroi de façon à occasionner moins d'appui sur la paroi et plus d'appui sur la sole périphérique. Donc on va soulager les contraintes mécaniques sur la paroi et augmenter les contraintes mécaniques sur la sole périphérique. Et de cette manière-là, la nouvelle corne qui arrivera par le bourrelet coronal, étant moins sollicitée, elle n'aura plus de raison de se déchirer. Et en chanfreinant régulièrement, on accompagne la pousse et la fin de la sème arrivant en bas, on a résolu le problème. Voilà. Donc la sème n'est que trop d'appui sur la paroi et pas assez de chanfrein. Et elle dit si ça ne se guérit pas. Ah oui, parce que y a des gens qui pensent que les chevaux marchent sur leur paroi et du coup ils laissent la paroi porteuse. Et du coup les sèmes ne se guérissent pas. Alors du coup ils mettent des agrafes, ils mettent des vis, ils mettent des plaques avec des vis, ils mettent de la résine, ils mettent plein de choses. Alors qu'en fait, la solution elle est très simple et je l'explique dans un de mes articles qui s'appelle La sème. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs l'article. Une simple sème ou un problème simple, je ne sais plus. Sur mon blog, podologieequine.net, tu vas voir cet article qui parle de la sème et tu comprendras tout de suite. Et c'est très simple et c'est un des problèmes les plus simples qui puissent exister en podologie. Et d'ailleurs, un cheval qui est suivi en podologie n'a jamais de sème. Dans quel cas, alors question de Maude, dans quel cas un abcès en couronne peut-il conduire à un désabotage? Dans quel cas un abcès en couronne peut-il conduire à un désabotage? Eh bien, c'est quand... dans quel cas... Ah oui.
Dans quel cas un abcès en couronne peut-il conduire à un désabotage? Il n'y en a pas. Ça, c'est encore une fois une croyance des vétérinaires qui confondent abcès en couronne et fourbure aggravée. Donc, d'où vient cette croyance? Toujours pareil, il y a des gens qui pensent que le cheval marche sur sa paroi, sur son ongle. Or, il n'y a aucun animal sur Terre qui marche sur son ongle. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que les chevaux marchent sur leur sol. Donc, ils sont en appui sur toute la surface du dessous le pied. Tout ça. Ok? Voilà. On se rend compte que si c'est en appui là-dessus, que sur l'ongle, il y a des selles, des évasements, des décollements de ligne blanche, de la descente distale, des arrachements, tout un tas de problèmes qu'il n'y a pas jamais quand le cheval a sa paroi de chanfreiné. Quand il y a un abcès, souvent, qui peut sortir dans ne sait où, dans le système vasculaire du cheval, qui est très riche. Les matières peuvent être ici, peuvent être là, peuvent être partout, et elles pourront pas souvent sortir au niveau de la sole, elles pourront pas sortir au niveau de la paroi, donc elles vont remonter par capillarité jusqu'à sortir ici, qui est la jonction entre la peau et le sabot, la paroi du sabot. Le problème, c'est que les matières, que ce soit du sang, que ce soit du pus, que ce soit des déchets métaboliques encapsulés par le système immunitaire, ces matières, elles vont se frayer un chemin, elles vont souvent décoller l'engrainement kéraphile-podophile, donc l'engrainement entre la paroi interne de corne et les lamelles, elles vont se glisser et ça va décoller mécaniquement sur un petit trajet pour pouvoir sortir. Et ça, dans la tête des gens qui pensent que le cheval marche sur sa paroi, c'est catastrophique, puisque le cheval, il est, dans leur logique, suspendu par les lamelles, donc l'os de P3 serait suspendu par les lamelles, donc forcément que si les lamelles sont déchirées, ça s'appelle la fourbure. Si les lamelles sont déchirées, le cheval il est foutu parce qu'il est plus suspendu. Ah, il est en appui sur sa sole. Aïe aïe aïe, damned. Il est foutu. Faut euthanasier. Ok? En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc un abcès qui dégénère, ça déchire les tissus, P3 tombe par terre, et une fois que tout est déchiré, en gros, pof, le sabot, il s'en va. Ok? Donc, dans quel cadre un abcès qui sort en couronne pourrait provoquer un désabotage? Dans le cadre d'un abcès d'une fourbure très avancée et mal gérée, avec des fers à l'envers, avec des talonnettes, avec des anti-inflammatoires. Voilà. Ça, c'est la fourbure des vétos. Et là, oui, le cheval, il peut désaboter, parce qu'une fois qu'on a continué à mettre des talonnettes, on a continué à mettre des fers à l'envers pour soulager l'appui de P3 et augmenter l'appui sur la paroi, et que ça continue à se déchirer, et que ça continue à tomber par terre, au bout d'un moment, quand c'est entièrement déchiré en pince, ça continue à se déchirer sur les quartiers, et puis ça continue à se déchirer partout, et puis finalement le bourrelet coronal se désolidarise du sabot, et l'inflammation fait que ça gonfle, et en gonflant, quand c'est plus attaché, paf, le sabot il s'en va. Voilà, ça s'appelle un désabotage. Et ça n'est que la conséquence de traitements complètement inadaptés. Dans 99% des cas, un abcès qui sort en couronne, ça fait un petit trou, et basta. Et tous les gens qui ont leurs chevaux pieds nus ont eu affaire à des abcès qui sortaient en couronne, et jamais, il y a eu de désabotage. Moi, ça fait 10 ans que je bosse, j'ai jamais vu de désabotage, et j'ai jamais entendu parler d'un désabotage chez mes stagiaires ou chez tous les gens dont je m'occupais quand je faisais du parage. Jamais. Voilà, jamais. Donc, dans quel cas un abcès qui sortirait en couronne peut-il provoquer un désabotage? Jamais, en fait. Voilà.
Par contre, dans le cas d'une fourbure très mal gérée, oui, on peut y arriver en étant vraiment insistant et en faisant vraiment mal les choses, on peut y arriver. Mais c'est toujours pareil, en podologie équine, quand on supprime l'appui sur la paroi, c'est-à-dire qu'on chanfreine fortement la paroi et qu'on remet le cheval sur sa sole, il n'y a plus de contrainte qui s'exerce sur la paroi. Il n'y a plus de contrainte qui s'exerce sur la paroi. Donc il n'y a plus de force de déchirement. Quitte à mettre des mousses, de la mousse sur la sole qui peut être inflammée, qui peut être tuméfiée, qui peut être fine, parce qu'il y a eu de la descente distale, mais si le cheval, sa P3, elle est en support et qu'il n'y a plus de contrainte sur la paroi, il n'y a plus d'arrachement. Et la pousse du sabot, elle se fera normalement et on va récupérer de la fonctionnalité. Donc cette histoire d'abcès qui va provoquer un désabotage ou des infections des cartilages et des os et tout ça, et à un moment donné, il faut arrêter la paranoïa. Ok? Donc dans quel cas un abcès en couronne peut-il conduire à des sabotages? Dans les rêves. Dans les rêves. Lydie Habermacher. Bonjour Guillaume, peux-tu nous expliquer comment gérer les barres couchées? Barre couchée, c'est talon fuyant. Donc, talon fuyant. Talon fuyant. Talon, les talons ils sont là et ils sont fuyants. Pourquoi? Parce que il y a des contraintes qui viennent appuyer dessus et qui les couchent. Les talons sont fuyants. La barre et le talon, c'est la même pièce mécanique. Là, il y a le quartier, le talon, et on voit que c'est solidaire. C'est la même pièce mécanique, c'est les mêmes tissus. Paroi externe, paroi interne et ligne blanche de la barre. Donc la barre et le talon, c'est la même pièce mécanique. Si les talons sont fuyants, les barres sont migrées et couchées. Donc si on appuie sur la barre, s'il y a trop d'appui sur la barre ici, s'il y a trop d'appui sur la barre ici, la barre, elle pousse comme ça, hop. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas rentrer dans le pied. Ben non, elle va se coucher. Elle va se coucher sur la sole, comme ça. Donc, le mouvement naturel des barres qui se couchent, c'est d'aller comme ça. Ok? Vous voyez le orange? Voilà. Avec les petites flèches. Normal parce qu'elles se couchent. Après, vous avez les barres migrées qui vont aller jusqu'à l'apex. C'est deux choses un peu différentes. Soit ça pousse comme ça, soit ça écrase comme ça. Mais c'est toujours un problème de talon. Parce que j'ai ma petite... Là, je regarde là, et là, j'ai une autre caméra. Donc, c'est toujours un problème de talon. Ok? Point d'impact. Point d'impact différent de surface d'appui des talons. D'accord? Bon, là, il a été paré correctement, donc c'est pareil. S'il n'avait pas été paré correctement, il y aurait une différence entre le point d'impact et la surface d'appui des talons. Et là, quand on appuie comme ça, forcément, quand le cheval il vient impacter, eh ben, ça pousse tout le monde. Voilà. Ou ça écrase. Donc deux soucis, les barres qui fuient et les barres qui se couchent. Parce que les barres, elles ont une zone physiologique. Elles ont une zone physiologique. Pas de barre sur la moitié dorsale de la fourchette. Et à partir de la moitié de la fourchette, le tremplin de ski, c'est-à-dire la forme de la concavité. La forme de la concavité de la sole primaire. Si vous respectez ça, vous avez des structures qui sont dans leur fonction. Et donc elles sont dans leur forme. Si vous n'avez pas la forme, vous devez remettre la forme pour avoir la fonction. Et donc pour avoir la structure. La forme, un coup de rainette, on se débarrasse des barres qui sont là, qui ont migré à cause d'un point d'impact mal placé. Et après, on va s'occuper de la barre qui se couche, donc qui se barre vers l'extérieur.
en inversant la découpe. Donc ça nous fait quelque chose de comme ça. Dernière question, Rivamaud, donc R-I-W-A-M-A-U-D, Rivamaud. Bonjour, quand je vais promener ma jument, je fais des photographies de ces traces. Je ne sais malheureusement pas les lire et je suis certaine qu'elles ont beaucoup de choses à raconter. Pourriez-vous me donner des pistes de recherche, des astuces, des outils pour comprendre ces traces? Oula. Moi aussi, j'ai eu ma période traces. Bon, c'est vrai que c'est intéressant. Je continue de regarder toujours les traces, hein, parce que c'est toujours intéressant, que ce soit dans le sable, sur une carrière qui a vraiment été barrée. C'est intéressant de regarder les traces dans le sable, dans une fine poussière, ou les traces de sabots mouillés sur le béton, ou dans la boue. Bon, la neige en Bretagne je connais pas, donc peut-être qu'il peut y avoir des super traces dans la neige, mais je les vois pas. C'est simple, évaluer les traces, c'est voir les points d'enfoncement. Donc l'endroit où le sabot c'est le plus enfoncé, la boîte cornée c'est le plus enfoncé dans le sol, donc le plus creux de la trace, ce qui va nous donner des indications sur les zones de forte pression. Donc on pourra voir si le cheval est plutôt sur l'externe, sur l'interne, si les talons s'enfoncent bien, s'il est que sur la pince, hein, si vous avez un trou que sur la pince, c'est qu'il y a peut-être des soucis de pose de pied. Après il faut se méfier puisque les chevaux qui sautent ou qui sont au galop auront des enfoncements de pince assez importants puisqu'ils se propulsent, donc le mouvement de protraction est assez important. Après... voilà, voir si on voit bien la fourchette, si elle est entièrement stimulée ou pas, s'il y a des trous, voir comment se positionnent les postérieurs par rapport aux antérieurs, hein. Donc si le cheval engage bien ses postérieurs ou pas, ou s'il a les postérieurs à la traîne. Ça peut être aussi des indicateurs sur la façon dont il se mobilise. Voilà, après au niveau podologie, l'étude des traces, c'est pas non plus un truc hyper important, hein. C'est une curiosité. Après, si on avait des capteurs de pression qui nous permettraient de vraiment définir les zones en fonction des phases de la locomotion, les zones d'appui, les zones de pression très importantes en fonction des 5 phases de la locomotion, enfin les 4 phases où ils sont le pied par terre. Ce serait intéressant, ça a été fait. Il y a des capteurs de mesure ou des capteurs, des tapis de mesure ou des capteurs qu'on peut mettre sur le sabot ou dans les hipposandales qui seront du coup beaucoup plus précises que l'étude des traces. Mais voilà, pour le principal, pour répondre à ta question, valider les zones d'enfoncement, de pression et donc estimer les possibles déséquilibres en fonction de là où se situent les zones d'enfoncement et voir si la fourchette est peu, pas ou beaucoup stimulée, c'est-à-dire si on voit beaucoup ou pas du tout sa trace. Et la zone des talons, voilà. Bon, ça fait 3 points à regarder pour étudier les traces. Ok, donc voilà, j'ai fini. Écoutez, ça nous a pas pris très longtemps finalement, 15 questions, une petite heure de vidéo. Moi je suis très content d'avoir fait ça. J'ai dit des gros mots, j'ai eu des blancs, j'ai gueulé sur les chiens. C'est du live, hein, j'ai rien préparé. J'avais imprimé les questions et je vous sors les réponses comme ça, là, en live. Je vais juste couper les blancs et au moment où les chiens aboient, et sinon il n'y a rien de préparé. C'est venu, c'est spontané. C'est exactement comme ça que je suis en stage. Voilà, j'essaye de répondre un maximum de façon la plus claire et la plus intelligible et la plus sincère possible.
bah, si vous avez envie de venir en stage, n'hésitez pas. Que vous soyez cavalier pro, maréchal, veto, particulier qui connaît rien, moi je m'en fiche complètement. Du moment que les gens sont en face de moi et me posent des questions, le reste ça me va, je suis là pour ça. Répondre aux questions, ça me passionne. Ça me fait moi-même me poser des questions et réfléchir sur des concepts que je pensais avoir bien compris et qui, face à des questions bizarres, m'amènent à sortir de mes retranchements. Enfin, ouais, à sortir de mes retranchements. Ce qui est intéressant et stimulant intellectuellement. Et puis des fois, il y a des gens qui arrivent et qui te posent une question qui n'avait jamais été posée. Et ah bah dis donc. Et hop, paf, paf, paf. Et du coup, moi, ça m'amène aussi à modifier mon programme, modifier mon cours et à le faire évoluer. Ce qui explique que, en fonction des stages, on ait en fait une évolution dans le temps avec des contenus qui changent et une progression de la PL au final. Puisque je tiens compte à chaque fois des retours, des questions, des remarques. Et on fait évoluer le truc ensemble. Voilà. C'est ce que j'avais évolué au départ, la PEL c'est collaboratif. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je tiens énormément compte de tout ce que les gens disent. Et je ne suis pas Gourou Guillaume qui veut imposer sa vision des choses uniques à tout le monde. Bien au contraire. Voilà, allez, donc peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, à plus.